Voilà, il est 18h30. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Je me présente, Marianne Vidamant, vétérinaire de l'Institut français du cheval et d'équitation, ingénieur développement sur les thèmes du comportement, du tempérament et de la médiation. Je vais faire un topo qui va durer 15 à 20 minutes et donc vers -10, la discussion va être ouverte, enfin le topo va être ouvert à discussion et questions. Ce document pourra être téléchargé à la fin de ma présentation en regardant le différé grâce à votre mail d'invitation ou sur le site dans les prochains jours où vous pourrez entendre également l'enregistrement de ma voix. Donc je répondrai à vos questions dans la mesure de mes possibilités. Les questions correspondant à des cas particuliers ne seront pas traitées. Je suis accompagnée d'une personne qui pourra résoudre les problèmes techniques dans la mesure du possible. Donc vous pouvez signaler si vous n'entendez pas ou quelque chose comme ça. Voilà. Je vais couper la caméra. Je ne sais pas si elle fonctionnait jusque-là. Voilà, je vais commencer le topo sans la caméra. Comment je fais ça? Ah, le topo d'aujourd'hui, concerne le tempérament du cheval et nous l'avons intitulé « Faire apprécier le tempérament de son cheval pour mieux l'utiliser ». De nombreuses enquêtes en France et en Europe montrent systématiquement la même chose quand on pose la question des différents éléments du choix des acheteurs pour acheter un cheval et souligne pratiquement à chaque fois l'importance très forte que donnent les futurs acheteurs au tempérament du cheval qu'ils vont acheter. Et nous allons voir un exemple dans la diapo suivante. Une mesure précoce du tempérament permettrait une meilleure adéquation entre les animaux proposés à la vente et la demande des utilisateurs. Or, jusqu'ici, on avait peu de mesures objectives de ce tempérament à la disposition de ces acheteurs. Bon, je regarde s'il n'y a personne en perdition. Apparemment non. Lors par exemple, de l'enquête qui a été faite par Internet par des Allemands, mais qui en fait a été faite, dont les réponses ont été données par des gens de 13 pays, sur plus de 1000 personnes sondées, on leur a proposé de répartir un prix d'achat de 1000 € sur 40 postes pour l'achat éventuel d'un cheval. 40 postes d'intérêt, de critères d'achat. Et en fait, vous voyez sur ce graphique que le tempérament ici est estimé à 220 € sur les 1000 €, l'envie de travailler à 120, la qualité des allures à 70, la qualité du saut à 70. Dans ces personnes sondées, il y avait surtout, je pense, des cavaliers de loisirs, mais également quand même des cavaliers professionnels, des cavaliers de compétition. Et en fait, on trouve toujours ce même genre de résultat. Alors, qu'est-ce que le tempérament? Le tempérament est ce qu'on appelle communément le caractère, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques comportementales de l'individu qui sont stables dans le temps et entre situations. Et qu'est-ce que ça veut dire ces deux termes? Eh bien, dans le temps, ça veut dire qu'un cheval qui est peureux à l'arrivée soudaine d'un chien euh, en novembre va exprimer une réaction du même genre en juin si cela arrive à nouveau. Stable entre situations, cela veut dire qu'un cheval qui est peureux parce qu'il passe à côté d'une bâche d'ensilage qui bouge au vent va faire le même genre de réaction avec
un autre tissu qui va bouger au vent, enfin des petits mouvements dus au vent, comme par exemple un drapeau qui flotte. Alors en fait, il y a des gens qui parlent aussi de personnalité, même si ça fait un peu bizarre de parler de la personnalité des animaux. Et en fait, la différence entre les 2 termes est la suivante. Le tempérament serait plutôt le matériel brut dont est tirée la personnalité. Donc le tempérament représenterait plutôt la génétique, l'inné, qui sous l'effet, chez l'homme, des expériences, de la culture, de l'environnement, aboutit à la personnalité et on peut, très bien, étendre cette notion aux animaux. Et on trouve dans la littérature scientifique des articles maintenant qui parlent de la personnalité des poissons ou de certains individus à l'intérieur d'espèces d'oiseaux. Euh, Pratiquement dans notre laboratoire, il a été montré qu'on peut mesurer 5 dimensions du tempérament en les mesurant par des tests. Qu'est-ce qu'on appelle dimension? C'est des grandes parties du tempérament qui sont indépendantes les unes des autres. Donc, ces 5 dimensions sont les suivantes. Donc, l'émotivité, qui en fait sont les réactions de peur face, par exemple, à la soudaineté, à une surface ou à un objet inconnu. La grégarité, c'est-à-dire l'envie plus ou moins forte d'être avec d'autres chevaux. C'est une caractéristique des chevaux puisque c'est une espèce sociale, la sensibilité tactile, la réactivité vis-à-vis d'humains inconnus et l'activité locomotrice spontanée. Donc ces 5 dimensions étaient mises et les tests en question ont été validés par Léa Lansade dans sa thèse sur des chevaux en liberté. Euh, on a utilisé ces tests depuis 2007 sur le terrain. Et voici quelques conclusions issues de l'utilisation de ces tests. Je vous fais un résumé extrêmement rapide. Hein. On a pu montrer un effet de l'âge sur certaines dimensions, notamment la peur, un effet de la race sur certaines dimensions, ça on s'y attendait, et des différences individuelles assez fortes et même relativement fortes à l'intérieur de toutes les races. S'il y a des différences individuelles, ça veut dire qu'il y a de la variabilité, donc du coup, un cheval est différent d'un autre cheval, et donc il est intéressant de pouvoir mesurer chaque cheval et chacun de ses chevaux, ce que nous on appelle la caractérisation. Et le fait qu'il y ait un effet âge, eh bien en fait, quand on commence à mesurer les chevaux, eh bien il faut pouvoir les comparer à des chevaux d'âge semblable. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Autre conclusion, parmi les dimensions mesurées, les 5 là dont on a parlé précédemment, c'est l'émotivité qui a le plus d'influence. Et donc là, vous avez les éléments d'un poster que vous pourrez retrouver à la fin de mon topo. Un cheval émotif, c'est-à-dire un cheval peureux, surtout très émotif, très peureux, ben, ça n'est pas toujours pratique dans la vie de tous les jours. C'est pas facile à monter ou à atteler quand on est un utilisateur de petit niveau. Donc il y a des problèmes de sécurité autour de ces chevaux. Au moment de l'apprentissage, c'est des chevaux qui peuvent être très attentifs parce ils sont plus attentifs à leur environnement quand ils sont en milieu familier, mais ils peuvent être aussi très facilement perturbés quand ils sont en milieu non familier ou qu'ils ne connaissent pas quelque chose. Et ces chevaux sont souvent assez appréciés des cavaliers de meilleur niveau ou plus confirmés, car ils sont plus réactifs et ils ont tendance à présenter des automatismes une fois certaines tâches apprises. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'on fera des webconférences plus particulièrement sur ces sujets, mais il s'agit de chevaux qui continuent à répondre
même quand ils ont appris quelque chose, même sans ni contrainte ni récompense, une fois qu'ils ont appris un certain geste. Donc sur euh, le tempérament est plutôt stable dans un environnement constant et on peut le mesurer, mais il n'est pas figé, il peut évoluer dans une certaine mesure. Et donc c'est un peu l'image de la barre de métal qui peut ployer dans certaines limites. Hein, c'est-à-dire que par exemple ici, on a le cheval qui naît avec son tempérament qui peut être représenté par cette barre de métal toute de droite. Et en fait, en fonction de ce qu'il a vécu, toutes les expériences qu'il a rencontrées, en fait, il va ployer d'un côté ou de l'autre en fonction de ses expériences. Chaque individu a sa propre marche de changement. Euh, Maintenant, je vais vous parler des tests de tempérament simplifiés que nous avons mis en place sur le terrain depuis 2012. Il s'agit de mesures comportementales simples et rapides du cheval qui est tenu en main et le cheval étant présenté le plus souvent pendant les concours modèles et allures. Et donc, nous avons proposé des ateliers spécifiques proposés en plus du concours de modèles et allures et nous avons utilisé les ateliers habituels du concours. Ces tests, par rapport aux tests standardisés de chevaux en liberté dont je vous ai parlé avant, les tests de tempérament simplifiés dont je vous parle maintenant ont été validés par rapport à ces tests très standardisés en liberté. Et on a pu montrer que ces tests mesurent principalement l'émotivité et la sensibilité tactile, mais vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit surtout de tests de peur. On n'a pas pu mettre en place certaines mesures concernant notamment la grégarité qui aurait été trop compliquée et aurait mis les chevaux plus en danger. Alors, lors des concours modèles et allures pour les chevaux et poneys de sport, voici à quoi ressemblent ces mesures comportementales. On propose donc des tests dits spécifiques, donc en plus du concours, où le cheval est mesuré sur sa sensibilité tactile, son émotivité par rapport à un objet inconnu, une surface inconnue et par rapport à la soudaineté, un parapluie qu'on ouvre à 5 mètres puis à 3 mètres. Et puis on a utilisé donc les ateliers propres du concours et on observe le cheval à ce moment-là, lors du toisage, lors du saut en liberté. Et on a demandé au début du saut en liberté de voir le cheval complètement libre pendant 30 secondes pour voir un peu ce qu'il fait. Et puis des observations comportementales lors du modèle. Alors, vous avez ici le nombre de chevaux que nous avons pu tester dans ces conditions de 2013 à 2015, en sachant qu'effectivement, en 2013, nous avions mis un gros coup de collier grâce aux équipes IFCE, car nous avions reçu un financement du fonds EPRON concernant ces tests de tempérament simplifiés. Ici, vous avez le nombre de chevaux mesurés lors des tests spécifiques, lors du modèle, lors de la liberté et lors de la toise. En fait, il faut surtout regarder, ce qui est intéressant, c'est cette colonne en rose, euh, puisque là, il s'agit de la présentation euh, euh, volontaire des chevaux par leurs propriétaires, étant donné que ces tests CTS ne sont pas obligatoires quand on se trouve euh, lors d'un concours modèle allures. Nous avons, suite à la demande de races de chevaux de trait, nous avons proposé exactement les mêmes, pratiquement les mêmes tests sur les chevaux de trait. Donc, vous retrouvez les mêmes tests, hein, sensibilité tactile ici, pardon, sensibilité tactile, émotivité par rapport à un objet inconnu, par rapport à une surface inconnue, par rapport à la soudaineté.
Et puis les ateliers habituels de toise et de modèles, même si souvent, enfin quelquefois, ça ne se passe pas tout à fait comme chez les chevaux de sport. Et par contre, on n'avait pas de saut en liberté, donc on a remplacé ça par une mise en liberté dans un petit paddock de 4 mètres sur 12 sur de l'herbe, puisque souvent les concours de chevaux de trait et de chevaux d'âne et de territoire se passent sur de l'herbe. Tout ceci a été possible parce que nous sommes en collaboration avec la SFET. Et qu'est-ce que la SFET? La SFET, c'est la Société donc, française des équidés de travail, qui est en fait la société mère des races françaises de chevaux de trait, d'ânes, de mulets et de chevaux de territoire. Elle a été créée récemment, il y a quelques années. Ses missions consistent à proposer une politique globale d'encouragement et de promotion de l'élevage. Et cette politique vise à améliorer les produits issus des races françaises concernées. Elle rassemble donc les 24 races françaises d'équidés, les 9 races de chevaux de trait, les 8 races de poneys et chevaux de territoire français, donc, dont le Camargue, le Mérins, etc. Et puis les 7 races d'ânes françaises. Et donc, la SFET est en train de construire et de mettre en route, enfin c'est déjà commencé depuis 2 ans, un parcours dit parcours d'excellence du jeune équidé de travail, pour mettre en valeur des chevaux euh, capables de faire différentes activités. Et donc les chevaux sont caractérisés progressivement au cours des années sur le modèle, les allures, le tempérament et l'aptitude à différentes utilisations en vue d'améliorer leur orientation et leur valorisation. Et vous avez le schéma ici de la SFET, j'espère qu'il est à jour, où en fait vous avez ici à 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans systématiquement un modèle et allure. Et à 1 an, on a les tests de tempérament simplifiés, alors qu'à partir de 2 ans, on a des tests plus d'éducation ou de travail en main et à pied. À 3 ans, des tests d'utilisation avec attelage, équitation, traction, pour un label en fait à 4 ans pour les meilleurs sujets. Dans ce cadre, voici le nombre de chevaux qui ont pu être testés de 2013 à 2015. Donc 2013, c'était vraiment le tout début. On a eu en 2014 l'arrivée des. On avait commencé enfin avec la région Poitou-Charentes et les races mulassières. On a eu l'arrivée des percherons en 2014 et d'autres associations régionales. Et en 2015, on a pu faire ce nombre de chevaux. En 2016, je pense qu'on arrivera également à ce nombre de chevaux, alors que effectivement nous sommes passés aux chevaux de 1 an, car avant c'était plutôt des chevaux de 2 ans qui ont été faits dans ces années-là. Hein. Alors que reçoit le propriétaire quand il a passé ses tests? Eh bien, il reçoit une feuille comme ça, je vous montre de loin à quoi ça ressemble, hein, où en haut on explique comment interpréter les résultats, c'est vraiment quasiment illisible parce que c'est trop petit. Et puis on a des barres ici enfin, entre le bleu et le jaune qui correspondent à différentes mesures. Alors on va regarder ça de plus près. Donc chaque barre va du bleu au jaune. Et on a choisi exprès ces couleurs pour ne pas mettre ni du rouge ni du vert, puisque pour nous, il n'y a pas un côté qui est mieux qu'un autre. Et en fait, du côté bleu, c'est le cheval qui réagit très peu, et du côté jaune, le cheval qui réagit beaucoup plus. Donc, du coup, par exemple ici, dans la dimension émotivité, on a le test de l'objet inconnu. Et du coup, ici, vont se trouver portés
les chevaux qui font le tour de l'objet facilement sont détendus, ils ne font aucun mouvement vif. Alors, j'ai oublié de préciser que le score du cheval testé est ici, avec un losange rouge, et ici est figurée la moyenne de la population de référence de même type et de même âge. Donc on peut voir que ce cheval-là a fui l'objet, a été tendu et a fait des mouvements vifs, et il est bien loin en fait de la moyenne des chevaux de même genre et de même âge. Donc cela donne la feuille suivante où en fait on a bien ici l'émotivité qui a été mesurée par différents tests, hein, l'objet inconnu, la surface inconnue, la soudaineté, le toisage. Ici on a des résultats sur la sensibilité tactile, sur l'activité locomotrice, sur la grégarité. Donc là, la grégarité, on n'a pas de test particulier, on compte juste le nombre de hennissements sur l'ensemble des ateliers. Et une barre qui représente la tension musculaire moyenne pendant modèle, paddock et outoise, ici. Et donc ici, on voit un cheval très réactif, hein, qui en fait a réagi fortement à tout ce qui était émotivité et qui a eu une activité locomotrice contrastée en fait entre le paddock en herbe ici, c'est un cheval de trait, et les le nombre de pas au niveau du modèle. Par contre, il a beaucoup henni, il a eu une tension musculaire aussi élevée. Voilà, l'idée étant, comme je vous l'ai dit, de situer ce cheval rouge parmi la population de référence qui sont les carrés noirs. Actuellement, je vous ai mis ici sur la carte la localisation des personnes formées à faire ces tests. On fait ça par équipe de 2. Alors initialement, donc, ça n'était que des équipes IFCE, donc ils sont en violet. Et maintenant, nous avons un partenariat avec la FET et on a commencé à former des gens pour nous aider à faire ces tests, mais aussi des gens qui peuvent être autonomes pour les réaliser, en général aidés par des assistants TTS. Donc j'ai formé pas mal de personnes en ce sens, au moins pour le premier niveau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le tempérament, c'est le caractère du cheval. On peut mesurer objectivement quelques dimensions de ce tempérament, notamment la peur, les réactions de peur qu'on appelle l'émotivité, que cette émotivité influence fortement les réactions du cheval au pré, à l'écurie et lors de son utilisation, que les tests tempérament simplifiés que l'on propose sont faciles à mettre en œuvre sur de nombreux chevaux le même jour, et que ces tests ont été inclus dans le parcours d'excellence de la SET. Voilà, donc j'en ai fini avec ma petite conférence. Si vous avez des questions, il faut les écrire dans votre partie d'écran qui est tout en bas là, où il y a écrit écrivez votre message. Et on va discuter comme ça ensemble jusqu'à 19h15 ou avant si épuisement des questions. Et si j'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous pouvez toujours les poser également par le biais de l'adresse info@ifce.fr. Alors, première question, comment mesure-t-on la tension musculaire? En fait, on, on a utilisé ce terme-là pour parler de la posture. Hein. Donc en fait, pour chaque atelier, on a 4 niveaux de posture, c'est-à-dire soit un cheval très relâché, donc on a appelé tension musculaire très faible à faible, jusqu'au 4e niveau, qui est tension musculaire forte à très forte, où on a un cheval très très réactif, très réactif, et qui est prêt presque à péter les plombs, entre guillemets, hein, avec une encolure très relevée et la queue presque sur le dos. Hein. Alors, question 2, à quoi correspond le parcours excellence de la SFET? Donc,
que je voulais expliquer dans les diapos. Si vous voulez plus d'informations sur ce parcours, c'est vraiment à la SFET qu'il faut vous adresser, hein, parce que nous, on intervient dans ce système-là, mais enfin peut-être à différents niveaux, parce qu'on a peut-être aussi quelques juges d'utilisation, mais c'est eux qui gèrent complètement ce parcours. Comment s'inscrire à de... Alors, question 3, pardon. Comment s'inscrire à de tels tests? Eh bien, en fait, pour l'instant, on ne les fait que sur certains concours modèles et allures chevaux de sang et que sur certains concours chevaux de trait. Donc, pour les chevaux de trait, c'est assez facile. Sur le site de la SFET, on voit, enfin, chevaux de trait, chevaux de territoire et poney. Et ça, on le voit sur les quand l'organisateur annonce son concours, il explique qu'il y a des tests de tempérament simplifiés. Par contre, pour des particuliers qui voudraient faire passer les tests de tempérament simplifiés en dehors de ces circuits, pour l'instant, on n'a rien mis en place. Mais si on avait beaucoup de demandes à un certain endroit, on pourrait sans doute les mettre en place. Je note, hein. Alors, question 4. Peut-on étendre ces tests jusqu'à déterminer l'orientation sportive la plus adaptée à mon cheval? En fait, on n'a pas été aussi loin et je ne suis pas sûre que ce soit possible d'aller aussi loin. On a un peu mieux compris comment marchait enfin, à quoi servaient les différentes dimensions de tempérament dans une thèse plus récente qui a été faite par Mathilde Valenchon, qui est peut-être trouvable sur Internet, je ne sais pas trop, mais elle a écrit plusieurs articles qui résument son travail sur Equidé notamment. Je pense qu'en tapant Mathilde Valenchon, tempérament, stress et apprentissage. Voilà, la thèse était sur tempérament, stress et apprentissage. Mais on n'a pas été plus loin au niveau orientation sportive. Alors, question 5. La vitesse en course pourrait-elle être rapprochée de critères de tempérament? Je ne peux pas répondre à cette question. On n'a pas du tout eu de contact ni de collaboration avec la filière course. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ces tests seront-ils appliqués aux étalons reproducteurs? Alors, pour les chevaux de la SFET, c'est tout à fait possible puisque si les chevaux ont été faits à 1 an, on pourra récupérer leurs données et quand ils deviendront étalons. Les tests complets dont je vous ai parlé au début, en liberté, ont été réalisés sur des étalons reproducteurs pendant plusieurs années, puisqu'on en a fait à peu près 200, du temps où l'IFCE avait des étalons, plus des étalons de loisirs. C'est applicable, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de les faire sur des jeunes animaux. Et on a fait aussi pendant 3 ans les étalons poney qui étaient en testage à la mode Beuvron. Et donc les résultats sont accessibles en les demandant à leurs propriétaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, quelle est la différence entre faire des tests de ce type en modèles et allures et les qualifications loisirs? C'est une très bonne question parce qu'on sent bien qu'il y a une certaine ressemblance. L'idée qui est derrière nos tests, c'est qu'ils ne soient pas préparés par leurs propriétaires, car on aimerait avoir la valeur un peu
initiale du cheval, d'où l'intérêt de les faire à 1 an. Et même à 1 an, on sait que certains chevaux de 1 an vont avoir été plus manipulés que d'autres et de toute façon, leur environnement a pu avoir une influence aussi sur le cheval. Euh, la qualification loisir, les gens entraînent leurs chevaux, même s'ils ne savent pas tout à fait ce qui va se passer le jour J, et puis ils sont dessus, hein. Là, les chevaux sont juste en main, présentés par leur propriétaire. Est-ce que, enfin, dites-moi si j'ai répondu correctement, enfin, au moins à la question que vous posiez vous. Question 8. Les tests aujourd'hui sont sur les races équidées françaises. Serait-il possible d'étendre sur un MEA race étrangère, exemple race crème, race reconnue en France? Euh, Pourquoi pas? Si vous avez un concours et que vous avez des chevaux à nous présenter, on peut très bien imaginer une convention avec vous pour les réaliser, en sachant que ça n'est pas gratuit. Voilà. Après, il faut peut-être en parler plus à partir du moment où vous seriez intéressé. Parce qu'en fait, il faut au moins rétribuer les frais de déplacement des personnes. Donc, ah, oui. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez mettre en place des tests dans un autre contexte, parce que c'est suffisamment simple de mise en route pour que ce soit fait dans d'autres rassemblements d'animaux pour voir, euh, pour voir comment on pourrait s'y prendre de manière intelligente pour mesurer vos animaux. Alors, question 9. Existera-t-il une base de données rassemblant tous les résultats et consultable race par race? Alors, en fait, je fais une base de données annuelle que je peux compiler pour faire des bases de données, une base de données plus grande. Pour l'instant, elle n'est pas consultable. Voilà, euh, elle n'est pas consultable. Je pense que dans les projets de la SFET, il y aurait la consultation possible des résultats des chevaux passés en test. Mais je préfère que ce soit eux qui répondent à cette question. Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors, enfin, je vais meubler un peu si quelqu'un a envie d'en poser une autre. Euh, donc, en fait, voilà, vous avez sur votre écran l'endroit où vous pourrez télécharger le document que je viens de vous présenter. Euh, et d'autre part, j'ai autre chose à vous montrer. Alors, du coup, est-ce que j'y ai accès? Je sais pas. Ah, voilà. C'était à la fin, là. Je peux pas aller plus vite, excusez-moi. Euh, alors, si vous avez, enfin, si vous cherchez de l'information, n'hésitez pas donc à consulter la partie du site IFCE Haras Nationaux qui s'appelle Wikipédia, où il y a plein de fiches sur des tas de sujets, qui en général sont plus faciles à trouver en passant par Google qu'en passant par notre moteur de recherche.
Et pour en savoir plus en général sur le comportement et l'éthologie scientifique, nous avons une journée de conférence sur l'éthologie équine quasiment tous les ans. Elle risque d'avoir lieu cette année le 18 mai à Saumur. La date n'est pas encore tout à fait fixée. Nous avons en rayon un DVD sur le comportement du cheval et puis un guide, un petit fascicule qui s'appelle Travailler son cheval suivant les principes de l'apprentissage. Bon, c'est un peu sur un autre sujet, mais voilà, c'est intéressant à savoir. Et nous animons un blog qui s'appelle Comportement Bien-être IFCE, où nous essayons de faire le compte-rendu de différents articles scientifiques que nous pouvons lire régulièrement. Donc voilà l'adresse ici que vous avez à la fin de mon topo. Ensuite, je vous rappelle également que sous cette rubrique-là, donc Haras nationaux connaissances, vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle gratuite Avoir un cheval qui vous redirige vers Wikipédia. Donc quelques fiches par mois, deux je crois, plus 2 articles équidés, des articles techniques. Et puis récemment, nous avons pu mettre des posters, etc. Et puis, nous avons mis en route des webconférences. Ah bah oui, bien sûr, vous êtes au courant. Euh, et, et du coup, vous pouvez les revoir, ces webconférences, sur un morceau qui s'appelle EquiVOD, mais où il y a aussi d'autres conférences. Et je vois qu'il y a quand même une petite question qui est arrivée. Alors, je finis juste cette dernière diapo. Je crois que j'ai encore quelque chose. Ah oui, les prochaines webconférences, donc dans le domaine comportement bien-être, sont le 24 novembre sur bien-être indispensable foin, donc c'est la semaine prochaine. Et le 20 décembre, pourquoi et comment mettre les chevaux en groupe. Alors, j'ai donc la question numéro 10 qui est l'aptitude à l'éducation serait-elle mesurable? Euh, Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur ce problème, hein. En fait, euh, bon, c'est plus des facultés, enfin, c'est transcrit de manière scientifique en faculté à l'apprentissage. Il y a plusieurs équipes qui ont travaillé sur ce sujet en se disant que si le cheval apprenait une tâche un peu théorique, hein, ouvrir une boîte ou toucher un cône avec le nez, est-ce que ça représenterait ce qu'il peut faire dans la vie de tous les jours, ce qu'on lui demande d'apprendre dans la vie de tous les jours? Alors, il y a 2 éléments que je peux vous donner. C'est que, s'il apprend à toucher, enfin, s'il apprend une tâche, c'est pas pour ça que ça lui permet d'apprendre une autre tâche. Enfin, si elles se ressemblent pas beaucoup, hein, on sait ça. On sait que le tempérament influe sur la capacité à apprendre une tâche ou une autre, hein, des chevaux. Et là, il faudrait vraiment que vous alliez regarder le texte de Mathilde Balanchon dans Équidé sur ça. C'est très simple à comprendre. Je pense on fera une webconférence là-dessus. Et d'autre part, il y a une scientifique danoise qui s'appelle Janne Christensen, qui, sur des jeunes poulains, a essayé de leur apprendre différentes choses et relier ça derrière à ce qu'ils avaient à apprendre ensuite. Et d'une part, elle a trouvé la même chose que nous, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un cheval fait bien une chose qu'il fait bien une autre chose. Donc, ça peut pas être considéré comme une espèce de dimension commune. Et d'autre part, que finalement, il vaut mieux lui apprendre vraiment quelque chose qui est en rapport avec ce qu'il aura à faire après, parce que c'est très particulier et donc on ne peut pas prédire ses facultés d'apprentissage d'après des choses un peu type, un peu modèle, enfin, des apprentissages modèles qu'on pourrait proposer comme les tests que là je propose. Bon, y a-t-il d'autres questions avant qu'on termine? Peut-être qu'on peut vous remettre du coup
Attendez, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Ah si, j'avais bon, voilà. À nouveau, comment télécharger le document et je vais repartir parce que j'avais quand même encore des trucs à la fin. J'ai euh, sur l'autre PowerPoint, j'ai oublié, il y avait la liste des fiches Wikipédia qui sont en rapport avec le tempérament. Ah merci. Et puis les 3 posters qu'on a fait sur le tempérament du cheval, un sur les 5 dimensions qui est ici, un sur les tests de tempérament simplifiés et un sur l'émotivité. Et ici les fiches Wikipédia sur l'appréciation du tempérament et la facilité d'utilisation. Voilà. Ah, alors, une autre question. Question 11. Comment et où trouver des informations pour trouver une explication à un comportement parfois agressif d'un cheval? Alors là, je n'ai pas d'article scientifique en tête, mais ça doit exister. Je me demande s'il n'y a pas eu quand même des articles dans la presse spécialisée plus française, vous savez, genre Cheval Magazine ou Cheval Pratique, où souvent il y a des scientifiques qui font des petits chapitres bien documentés. Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose sur l'agressivité, mais euh, bon. C'est sûr que certains chevaux deviennent agressifs quand ils ne sont pas dans des conditions optimales de rythme de vie, de logement, d'alimentation. Hein, quand ils sont en déficit ou social ou alimentaire ou de mouvement. Hein. Mais ça ne concerne que très peu de chevaux. Bon, j'ai l'impression que les questions sont épuisées. Ah, question 12. Ne croyez-vous pas que la réponse émotive du cheval dépend du comportement de la personne qui le manipule? Euh, oui, 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 oui. Ça peut avoir une influence notable si la personne qui manipule le cheval fait monter ce cheval en pression. Tout à fait. Enfin, on a essayé dans nos tests que cela ne soit pas le cas. Hein, mais c'est sûr qu'il y a certains meneurs qui manipulent les chevaux de manière moins douce et moins respectueuse que d'autres. Bon, je crois que on a fini avec les questions. Et de toute façon, le temps de la webconférence est quasiment épuisé. Cela tombe bien. Je vais donc vous remercier d'avoir été présent et d'avoir posé des questions intéressantes. Et pour les gens qui souhaiteraient faire des tests dans le cadre d'une association, de rassemblement, n'hésitez pas à me contacter. Alors mon mail, je peux vous le donner, c'est marianne.vidamant, excusez-moi, on vient juste de changer, inra.fr. Même si je suis de l'IFCE, j'habite dans une équipe enfin, scientifique à l'INRA. Alors, question 13. Les résultats seraient-ils discutables par rapport à cela? Oui, je comprends votre question, c'est-à-dire par rapport au test de tempérament et la façon dont les gens mènent le cheval. Si enfin, si le meneur est trop, enfin, intervient trop pendant le test,
les équipes qui font les tests ont consigne de considérer le test comme non valable, non valide, et de ne pas indiquer les résultats. Mais effectivement, il y a un effet meneur qui a été montré par différentes personnes, hein, différents scientifiques. Bon, est-ce que les questions sont épuisées du coup? J'ai l'impression. Donc, je vous remercie pour toutes vos questions et votre participation. Ah, question 14. Ma question 11 s'explique car j'ai plusieurs chevaux et je m'occupe de tous pareil, mais ils n'ont pas tous le même comportement. Eh bien, ça, c'est une histoire de tempérament, en fait, de chacun de vos chevaux. Le tempérament de base. Vous avez des chevaux plus ou moins émotifs. Et effectivement, là, c'est intéressant parce que vous en occupez tous de la même façon. Pouvez-vous redire votre mail SVP? Donc, Marianne, comme vous avez mon nom au début de la conférence, là, sur la première diapo, évidemment également mon nom. Et ensuite, très simple, c'est @inra.fr. Voilà. On vous a mis en fait. Ah oui, il n'y a pas mon prénom. Comment écrire mon prénom? Donc c'est Maria2NE. En tout attaché avec 2 N. Bon, je pense que là, on a épuisé les questions. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur nos prochaines webconférences. Bonsoir.